On entend une explosion et on voit s'enflammer un véhicule. Il y a des voitures à droite, à gauche qui brûlent, qui sont déformées. Il y avait une inconscience, il n'y avait pas une culture de la sécurité routière. Il s'agit du plus grave accident de la route jamais vu en France et la plupart des victimes sont des enfants. C'est encore aujourd'hui l'accident le plus meurtrier des routes de France. Dans la nuit du 31 juillet 1982, un carambolage impliquant 10 véhicules fait 53 morts. Les images de l'accident sont insoutenables. La douleur des familles déchire le cœur de millions de Français. Très vite, ce drame que les médias surnomment l'accident de Beaune interroge. Qui avait tapé qui, comment, pourquoi, dans quelles circonstances? Pendant toute la nuit, ça a été le grand flou. Dans 22% des cas, les accidents mortels sont liés à la somnolence. Comment un simple ralentissement sur l'autoroute a-t-il pu conduire à une telle tragédie? Conditions météorologiques, conduite à risque, quel est l'élément déclencheur? Le fait de s'intercaler, alors qu'il y a déjà un ralentissement, c'est la catastrophe. Le freinage est une question clé dans la catastrophe de Beaune. Comment un véhicule réputé pour sa sécurité s'est-il embrasé si rapidement, scellant le destin des passagers restés à bord? Les températures montent en 1 minute à plus de 200 degrés. Au bout de 3 minutes, on est à 800 degrés. Grâce aux témoignages des gendarmes et des patrouilleurs présents le soir du drame, à l'analyse des experts techniques qui ont travaillé sur le rapport d'enquête et à la parole d'une rescapée du bus en flammes, nous vous révélerons les causes de cet accident pour mieux comprendre l'enchaînement des événements qui a conduit cette nuit-là à une catastrophe hors de contrôle. J'étais la dernière à sortir. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire à ma famille? On est parti à 12 et je suis revenue toute seule. Vendredi 30 juillet 1982. C'est par une coïncidence fortuite que l'accident le plus meurtrier des routes de France va être immortalisé à jamais sur pellicule. Inter, 22h. Pluie, orage et bouchons, tel est le cocktail vacances de cette fin de semaine. Nous écouterons évidemment Jacques Kessler, Monsieur Météo et nos correspondants sur les routes. Les bagages étaient prêts. On partait pour Saint-Tropez. On dîne très vite le soir. Et on prend la route. Des bouchons, certes, il y en a eu aujourd'hui pour le classique chassé-croisé des vacanciers de juillet et d'août, mais pas plus que l'année dernière. Et apparemment, ce soir, c'est presque le retour au calme. Et tout roule, il n'y a pas de problème, jusqu'à à la hauteur de Beaune. On voit au loin un bouchon qui se forme. Et immédiatement, on entend une explosion et on voit s'enflammer un véhicule. Et on voit des gamins qui sortent et qui courent dans tous les sens. En 1982, Roger Picard est reporter photographe à Radio France. Il pense que tous les occupants du véhicule sont déjà en sécurité. Son professionnalisme reprend le dessus. Je vais dans mon coffre, je sors les appareils photo et je commence à faire des photos. Des flammes gigantesques, des débris de véhicules, des marques de freinage au sol, ces clichés témoignent de la violence de l'accident. Mais ce que Roger et sa femme sont sur le point de découvrir va changer la portée de ces photos. Nous, on a fait monter 2 gamins auxquels on a posé la question
est-ce qu'il y a encore des gens dans le car? Et ils me répondent oui. Il y en a un qui me dit oui, j'ai mes 2 frères, et l'autre me dit j'ai mes cousines. Là, on comprend tout de suite que c'est un drame. C'est un drame. Les passagers de l'autocar sont en grande majorité des enfants. Si quelques-uns ont pu s'échapper, 44 sont encore à l'intérieur. Aucun secours à l'horizon. La situation est désespérée. Comment un tel accident a-t-il pu se produire? Pour comprendre, il faut remonter 8 heures en arrière. Alors qu'a lieu un départ en vacances, tout ce qu'il y a de plus insouciant. Crépy-en-Valois dans l'Oise, à 70 km au nord de Paris. En cette fin de journée du 30 juillet 1982, plusieurs enfants d'un quartier populaire de la ville trépignent d'impatience. Dans quelques heures, ils partent pour un mois en vacances à la montagne. C'est le cas de Sylvie Martin, qui avait 15 ans à l'époque. Ah, on était contents, hyper contents de partir en colonie de vacances. Pour nous, c'était la joie, c'était un bonheur de partir en vacances seuls, faire nos expériences avec nos copains et nos copines. Surtout que, bon, c'était des enfants de quartier, on se connaissait déjà tous. La jeune adolescente ne partira pas seule. Elle sera accompagnée de ses 2 frères, Bruno et Frédéric, âgés respectivement de 13 et 11 ans, et de Florence, sa petite sœur de 9 ans. Pour leur mère, Marie-André, c'est la première fois que 4 de ses enfants partent en vacances tous ensemble. À l'époque, on partait pas trop en vacances puisque mon mari était maçon et il travaillait beaucoup l'été. Dans les années 80, comme pour Sylvie et ses frères et sœurs, la caisse d'allocation familiale permet à 2 millions de ces enfants de quartier de bénéficier de séjours de vacances à petit prix. Ce vendredi 30 juillet 1982, Sylvie et sa famille, comme une 60aine d'autres enfants de Crépy-en-Valois, en sont les heureux bénéficiaires. Pour transporter cette joyeuse marmaille, ce n'est pas le train qui a été choisi, mais l'autocar. La colonie de vacances a affrété 2 bus d'une compagnie savoyarde, semblable à celui-ci, filmé peu de temps après le drame. Ce sont des modèles standards qui fonctionnent très bien. Du moins le pense-t-on à l'époque. On a un Mercedes O303, le modèle est apparu en 1974, et l'autre, c'est un Cetra issu de la série 100, cette série apparaît en 1967. C'est un véhicule un petit peu plus ancien, dont la technologie remonte à 15 ans, mais c'est pas choquant dans le contexte de l'époque. Le Cetra a été contrôlé au mois de mai 82, donc quelques mois avant. Les essais de frein ont été concluants. On est parti en toute confiance. Avec un contrôle technique obligatoire tous les 6 mois, cet autocar, comme tous les autres, est l'un des véhicules terrestres les plus sûrs et les plus pratiques pour transporter des enfants. L'autocar permet en fait un service en porte-à-porte. Les enfants partent de Crépy-en-Valois et sont déposés à la porte de la colonie de vacances. Donc c'est extrêmement simple. À l'époque, tous les accidents, c'était surtout la tôle froissée. Pour 1 milliard de personnes transportées au kilomètre, en moto, on comptabilise 61 morts, en voiture, 5 morts, en autocar, 0,02 morts. Donc, l'autocar est quand même un moyen très sûr. En 1982, Francis Mikorski est responsable des homologations de mise sur le marché des nouveaux autocars. À l'instar des véhicules de sa catégorie, le car de la marque Cetra présente peu de risques grâce à son ossature dite autoportante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de châssis. C'est une structure entièrement métallique, des tubes, qui sont posés sur des gabarits, soudés et assemblés. Tout est autoportant. Et sur cette structure vient se poser des tôles tendues, soudées, et puis tous les éléments mécaniques sont fixés dessus. Preuve de son efficacité, cette structure est encore largement répandue dans la conception d'autocars.
Elle présente le double avantage d'alléger le poids total, tout en garantissant une meilleure résistance en cas de choc frontal. Exemple avec ce crash test spectaculaire. On se rend compte que, bien sûr, il y a des dégâts importants, mais la structure du véhicule va se déformer. Et cette déformation va effectivement emmagasiner toute l'énergie du choc. Pourtant, malgré la fiabilité des tests, il arrive que cette conception ne suffise pas à garantir la sécurité des passagers. Et conjuguée à d'autres phénomènes, elle peut même se révéler totalement inefficace. « 18h45, les deux autocars arrivent à Crépy-en-Valois. Le premier est attribué à un groupe d'enfants originaires de Creil, la ville voisine. Sylvie, ses deux frères et sa sœur sont rejoints par leurs 8 cousins. Ils se dirigent tous vers le deuxième car. On nous fait mettre en ligne, appelle un par un à monter dans les bus et on monte à la porte avant du bus. On était supposés tous descendre par l'avant pour être comptés comme tout voyage d'école. On ne prend pas conscience qu'il y a une porte à l'arrière. À l'époque, on a pour la plupart des cars la porte principale à l'avant, une double porte hydraulique ou pneumatique qui fait généralement 90 cm de large, et puis à l'arrière, une autre sortie un peu plus étroite, encombrée par des sièges arrière qu'il faut soulever pour pouvoir atteindre cette porte, qui est vraiment une sortie accessoire. Seuls les enfants placés à l'arrière du bus peuvent voir la sortie de secours. Un détail qui aura une importance décisive dans quelques heures. Il est 19h. Les chauffeurs mettent en marche les autocars, pressés de prendre la route. Un trajet de 800 km les attend jusqu'à Ossois en Savoie. Ce long voyage de 13 heures se fera de nuit pour éviter le monde prévu sur la route le lendemain, samedi 31 juillet. La date n'est pas du tout anodine. Il s'agit du grand chassé-croisé entre les juilletistes qui rentrent de vacances et les Haussiens qui partent. C'est sans doute la pire journée, mais c'est la journée où les gens partent. On peut aller jusqu'à 600, 800, 1000 km de bouchons cumulés sur une journée. On savait qu'en partant, on allait rencontrer des bouchons. C'est pour ça que certains partaient plus tôt, le matin très tôt ou en soirée. Mieux vaut ne pas traîner. La monitrice et le moniteur nous recomptent un par un et le chauffeur de bus démarre et nous faisons au revoir à nos parents à travers la vitre. On a un pincement au cœur, comme d'habitude, tous les parents font des signes au carreau et les cars sont partis. Ça s'est fait un petit peu dans la précipitation en fait. Si la séparation est déchirante, pour les enfants, les vacances commencent enfin. Placée au milieu du car, Sylvie s'amuse entourée de ses frères et sa sœur. J'étais à côté de ma sœur et mes deux frères étaient placés devant moi. Donc Bruno et Frédéric étaient ensemble et moi j'étais avec Florence. On commence à faire connaissance avec les moniteurs et tout. Et puis machinalement, certains changements se font dans le bus. Ma sœur voulait être avec sa copine. Je lui ai dit oui, il n'y a pas de souci. Et j'ai laissé la petite avec ma sœur et je suis allée dans le fond avec les grands. À cet instant, rien ne laisse présager d'un quelconque problème. Pourtant, Sylvie, comme le reste des enfants du car, file droit vers une situation catastrophique. J'aurais dû rester avec ma sœur. Samedi 31 juillet,
1h30 du matin. Cela fait bientôt 6 heures que les autocars ont quitté Crépy-en-Valois. Ils en sont à la moitié du chemin. Les chauffeurs restent vigilants. Ils s'apprêtent à traverser une zone sensible du parcours au point kilométrique 305 de l'autoroute A6, l'entonnoir de Beaune. Beaune est le point de jonction de l'A6 qui arrive de Paris et de l'A31 qui vient du nord-est de la France. A31 sur laquelle se plug un petit peu plus au nord l'A36. De l'A36 arrivent notamment les Allemands, 3 autoroutes donc. C'est pourquoi, dans cette zone-là, l'autoroute A6 est équipée de 3 voies. Et puis, quelques kilomètres plus loin, elle revient à 2 voies. Cette zone où se conjugue un fort trafic et un rétrécissement de chaussée est extrêmement surveillée par les professionnels de l'autoroute. Comme le raconte Virginie Perrin, ancienne journaliste d'Autoroute Info. La peur principale quand on est à la gestion du trafic, c'est de voir combien de véhicules par heure il y a et ça donne une idée de la saturation d'une autoroute. Quand le flux est léger, ça passe sans problème. Quand le flux est important, ça déborde. Le débordement sur autoroute, c'est les bouchons. Si dans ce bouchon, il y a un accident, ça peut faire des drames. Quelques semaines avant, il y avait eu à cet endroit-là, donc à l'entonnoir de Beaune, il y avait eu un accident avec un car. Pour éviter ce type de problème, les autorités publiques ont déployé pour la toute première fois ce week-end de juillet 82 plusieurs dispositifs visant la sécurité routière dans le secteur. Prise de vue aérienne, caméras de surveillance et augmentation des effectifs de patrouilleurs. Fernand Mercé est l'un d'entre eux. Sa mission, traquer la moindre anomalie qui pourrait perturber la circulation et avertir les automobilistes en cas d'accident ou de ralentissement. À ce moment-là, on activait les feux éclats. C'est un panneau triangulaire qui est sur le véhicule et on mettait le message. Soit c'est un ralentissement, soit c'est un bouchon, soit c'est un accident. Un dispositif préventif indispensable, particulièrement dans cette zone à risque. 1h35 du matin. Les 2 autocars pénètrent donc cette zone sensible. Ils roulent en convoi sur la voie centrale. Une 2 chevaux vient tout juste de s'insérer entre les 2 véhicules. Devant eux se trouve un car transportant des touristes allemands. Sur la voie rapide, à gauche, 6 voitures. Il y a 2 choses qui étaient surprenantes. C'est le fait que les 3 cars roulaient sur la voie du milieu alors qu'il n'y avait personne à droite. Ça, c'est surprenant. Et les interdistances entre les véhicules. Les interdistances, c'est l'intervalle qui sépare 2 véhicules. Sur autoroute, pour une vitesse de 130 km/h, la distance de sécurité réglementaire est de 73 mètres. Mais ce soir-là, aucun des véhicules ne la respecte. Je crois que dans les années 80, on n'avait pas conscience de la dangerosité de rouler à 130 sur les autoroutes. L'autoroute est sûre, mais votre sécurité dépend aussi de vous. Dépasser à droite, un acte dangereux. Y avez-vous pensé? L'autoroute est sûre, rendez-la encore plus sûre. Il faut dire que les campagnes de sensibilisation à la sécurité routière sont relativement récentes. Personne, pas même les professionnels des transports, ne mesurent vraiment la dangerosité de l'autoroute. Des gens qui prennent l'autoroute à contresens, des gens qui reculent parce qu'ils ont loupé la sortie et ils vont reculer sur l'autoroute. On pouvait rouler à 150, 160, à faire des queues de poisson. Il n'y avait pas du tout la peur du gendarme à l'époque. Je m'appelle Jean Lemire. J'étais pilote de voiture rapide sur l'autoroute au sein d'une unité qui s'appelle la Brigade Rapide Intervention. Une fois, on dépasse une voiture, puis on ne voit pas de gars qui tient le volant. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors on l'arrête.
Et malgré qu'il n'y avait pas de volant sur sa voiture, il tenait l'écrou de l'axe avec une clé à molette et il tournait comme ça. Il y avait une inconscience, il n'y avait pas une culture de la sécurité routière. Il y aurait pourtant de quoi être vigilant. Cette année de 1982, la route fera 12 030 victimes, dont celle de l'accident qui va bientôt se produire. Mais les distances de sécurité entre les véhicules et la configuration du site ne sont pas les seuls éléments qui menacent le bon déroulé du voyage. La météo joue également contre les chauffeurs qui roulent depuis 6 heures dans des conditions difficiles. Au cours de la journée du 30 juillet 1982, il a plu quasiment toute la journée. Ce qui fait que les patrouilleurs d'autoroute, ils ont passé en fait leur journée à traiter des accidents. Il y a eu des tas de petits accrochages, des glissades sur la route. Par beau temps, par temps sec, normal, classique, l'autoroute est très sécurisante. Dès que les conditions climatiques se dégradent, dès qu'il y a un vent anormal, dès qu'il y a de la pluie, dès qu'il y a de la neige ou du verglas, l'autoroute devient extrêmement dangereuse. À cette époque-là, la vitesse n'est pas limitée sur l'autoroute en cas de pluie. Sur une chaussée humide, la distance totale d'arrêt est multipliée par 2 par rapport à une chaussée sèche. Freinage altéré, conduites à risque et goulot d'étranglement, les prémices du drame entourent déjà les 2 autocars. Donc, certains patrouilleurs d'autoroute se sont dit, quand même, s'il continue de pleuvoir, cette nuit, on risque d'avoir un gros problème. Là, on a tout ce qu'il faut pour créer une situation dangereuse. Mais personne n'en a réellement conscience car pour l'heure, aucune difficulté n'est signalée devant eux. Il est 1h39. Les autocars se trouvent à présent au point kilométrique 312, à 4 km du rétrécissement de chaussée. À l'intérieur, le calme règne. Mes 2 frères et ma sœur commençaient à s'assoupir tranquillement. Nous, les grands, en étant au fond, on est ensemble, on discute et on commence à s'assoupir aussi. Dehors, la pluie s'est calmée et il n'y a plus de bouchons. C'était une circulation dense qui pouvait monter à 2500-2800 véhicules heure. Le trafic était important, mais pas hyper bouchonnant. Devant la relative fluidité du trafic, les patrouilleurs postés au kilomètre 313 viennent tout juste de baisser leur signalisation pour rentrer au centre de commandement. Ce départ des équipes de l'autoroute va s'avérer dramatique. Ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'il y a un véhicule qui tracte une caravane et qui a un problème d'attelage, et que ce problème d'attelage avec ce véhicule tractant une caravane va provoquer un nouveau bouchon. La création d'un bouchon fonctionne comme une onde. Il se déplace avec une certaine vitesse de propagation. Un bouchon, il remonte sur autoroute à la moitié de la vitesse moyenne de circulation. C'est-à-dire que si votre circulation moyenne est de 120, ben votre bouchon, il remonte à la vitesse de 60 km/h, divisé par le nombre de voies que vous avez à ce moment-là. Sur l'autoroute A6, le bouchon créé par le problème d'attelage se propage à une vitesse de 20 km/h. La confrontation entre les 2 autocars et le ralentissement va se faire au point kilométrique 313. Il est 1h40, tout bascule. Le car allemand constate un fort ralentissement devant lui, constate l'embouteillage et freine tout à fait naturellement. Le chauffeur du premier bus de colonie a un léger temps de retard avant de freiner. Le Mercedes, surpris, il fait un freinage d'urgence assez brusque. Surpris, il vient taper dedans. Si le chauffeur du premier car de la colonie tarde à réagir, c'est sans doute lié à son état de fatigue. Comme le révélera le rapport d'enquête, lui et ses confrères viennent d'enchaîner 2 voyages successifs de nuit. Nos chauffeurs étaient arrivés le matin même dans l'Oise avec d'autres enfants.
et s'apprêtaient à repartir le soir même. Certes, une chambre d'hôtel avait été prévue pour qu'ils se reposent, mais ils ne vont dormir que 3h30. La somnolence peut aller jusqu'à ce qu'un conducteur ferme les paupières quelques fractions de seconde. Le temps de réaction peut être extrêmement allongé. Dans 22% des cas, les accidents mortels sont liés à la somnolence. Le pire est donc à craindre quand le premier bus de la colonie heurte l'arrière du car allemand. D'autant plus qu'à l'époque, il n'y a pas de ceinture de sécurité dans les autocars scolaires. Elles ne deviendront obligatoires que 30 ans plus tard. Malgré un temps de réaction trop long, le freinage d'urgence est efficace et permet à l'autocar français de réduire son différentiel de vitesse avec le car allemand. On a un choc qui est minime entre les deux cars. Jusque-là, tout se passe bien. Le drame semble évité. En réalité, il ne fait que commencer. Car ce violent coup de frein du premier car va entraîner derrière lui une réaction en chaîne dévastatrice. L'autocar numéro 2 voit très bien que le véhicule devant lui freine, et il fait la même chose. Mais le bus ne va pas réagir comme prévu. Lorsque le chauffeur du car Setra déclenchera un freinage d'urgence, à ce moment-là, il constatera, mais ce sera trop tard, que son freinage est asymétrique. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un défaut d'entretien de son freinage. Un freinage est dit asymétrique quand les 4 freins ne freinent pas avec la même force et intensité. Il y a 4 freins à tambour, hydropneumatiques. On a une pédale de frein qui envoie de l'air dans des mètres-cylindres hydrauliques. L'air pousse l'huile dans les cylindres de frein qui écartent les garnitures sur les tambours. Et on s'est aperçu qu'il y avait une usure disproportionnée entre la droite et la gauche, 20% du côté gauche et 70% d'usure de l'autre côté, ce qui donne forcément un déséquilibre. Ce déséquilibre n'a pas été constaté lors du contrôle technique du mois de mai, puisqu'autrement il aurait été refusé. Comment expliquer une telle usure en seulement 3 mois? Un premier élément de réponse serait l'utilisation en haute montagne de ce car savoyard. Les freins avant sont généralement mis à rude épreuve dans les descentes à fort dénivelé. Mais cela ne serait pas la seule explication. Il s'agit de véhicules rachetés en Allemagne, que les Allemands ne veulent plus faire rouler. Les Allemands ont considéré qu'ils étaient trop vieux et qu'il fallait les remiser, qu'ils n'étaient plus en état, et qui plus est, de transporter des enfants. On va parler d'un véhicule qui a déjà 600 000 km au compteur. Pour un autocar, ça n'est pas anormal. Ce type de véhicule est conçu pour vivre à peu près 1 million de kilomètres. Mais il ne peut le faire en sécurité que s'il est correctement entretenu. Quelle qu'en soit la raison, le dysfonctionnement asymétrique des freins avant est totalement méconnu du chauffeur du deuxième autocar. Et cela va s'avérer catastrophique. Quand il freine, le véhicule se déporte sur la voie de gauche, le frein gauche étant moins usé que celui de droite. Le car heurte une première voiture qui s'encastre dans une autre, puis une deuxième. Malgré tout, le chauffeur de l'autocar arrive à revenir sur la voie centrale. C'est alors qu'un autre problème surgit devant lui. À la 2 chevaux qui s'était insérée un peu plus tôt, se rajoute au dernier moment une Citroën GS. La GS roulait sur la file la plus à gauche, aurait dû être confrontée à un ralentissement et sont déportés sur la file du milieu. Et se serait donc trouvé devant la 2 chevaux. La Citroën GS se rabat de la file de gauche pour se placer donc devant la 2 chevaux. Elle se rabat sans doute en position dangereuse. Un point qui mérite d'être souligné, c'est l'absence de rétroviseur sur le côté droit des voitures. On conduit avec un énorme angle mort. L'angle mort désigne toutes les zones que le conducteur ne peut pas voir avec ses rétroviseurs. Ce sont les zones rouges. Mais l'absence du rétroviseur à droite augmente de 25 degrés l'angle mort de ce côté. Le côté droit devient totalement aveugle pour le conducteur. Autant sur la route, ça n'avait pas une grosse importance,
Mais sur l'autoroute, effectivement, dès que vous étiez sur la file de gauche et que vous vouliez vous rabattre au centre, vous aviez un angle mort qui faisait que si quelqu'un vous doublait par la droite, il y avait un risque d'accident. Sur l'autoroute A6, à 1h45 du matin, quand la GS se rabat brusquement, elle ne fait pas attention à ce qu'il y a sur la voie centrale. Elle ne tape pas la 2 chevaux, mais réduit encore plus les interdistances entre les véhicules. Et le fait de s'intercaler, alors qu'il y a déjà un ralentissement, c'est la catastrophe. Le fait que les 2 voitures s'intercalent empêche le deuxième autocar de pouvoir s'arrêter normalement, de pouvoir freiner et de s'arrêter normalement. Il n'a plus la distance suffisante. Conclusion, il percute les 2 voitures qui se trouvent écrasées entre l'avant d'un autocar et l'arrière de l'autre. Le choc est terrible. La différence de masse entre un autocar de 15 tonnes et des voitures pesant moins d'1 tonne chacune est dramatique. L'énergie cinétique, en fait, si on prend l'exemple d'un car qui roule à 110 km/h avec un poids à peu près de 15 tonnes, sur un choc frontal, ça représente à peu près 6 500 000 joules. On peut comparer à jeter un car de 40 mètres, c'est-à-dire d'un immeuble de 10 étages. Donc c'est quand même énorme. Une des choses, c'est de la tôle boulonnée. Hein. Moi, je suis amateur de voitures anciennes, c'est merveilleux, c'est un vrai plaisir, cette voiture. Mais aujourd'hui, c'est même plus homologable. Premier crash test, elle explose. Au niveau de sa structure métallique, c'est une voiture qui n'a pas de toit. Son toit est formé en fait par une capote qu'on peut enrouler. Ce qui veut dire que, en cas de choc latéral, les 2 parois latérales ne demandent qu'à se replier sur les occupants du véhicule. Les images prises quelques heures après le drame témoigneront de la violence du choc. Les passagers des 2 voitures sont tués sur le coup. À l'intérieur du 2e car, le carambolage sème la panique parmi les enfants endormis. On est réveillés par les coups de frein brusquement et le choc entre les 2 bus. Il y avait un des animateurs qui était au bout du car, qui dormait dans le couloir. Quand il y a eu le choc, il est parti vers l'avant. Et là, la grosse panique. On se cherche l'un à l'autre, on est à moitié endormi. Tout le monde crie, tout le monde pleure. La situation est déjà traumatisante pour les 64 passagers du 2e car. En une seconde, elle va virer au cauchemar. Après la prise en sandwich des 2 voitures entre les autocars, on aurait pu en rester là, mais les réservoirs des voitures ont été écrasés par le choc. Si on comprime un volume de manière violente, il y a une surpression qui est créée, et cette surpression va provoquer l'éjection du contenu des réservoirs. Au moins 20 litres d'essence se répandent au sol, aidés par la fine pellicule d'eau à la surface de la chaussée. Il faut savoir que l'essence a une densité de 0,7 par rapport à l'eau. Ça veut dire que le film d'essence court à une vitesse incroyable à la surface de la pellicule de l'eau. Et là, la machine infernale se met en route. Quand le carburant des voitures glisse sur la chaussée, il y a un risque d'auto-inflammation. À 400 degrés, une nappe d'essence prend feu sans avoir besoin d'une flamme. Il faut rechercher ce qui pouvait être à une température supérieure à 400 degrés. Qu'est-ce qu'on a dans ce cas-là? On a les collecteurs d'échappement des moteurs. On peut avoir des courts-circuits électriques. Quand on sait qu'un court-circuit électrique nous fait dépasser très facilement 3000 degrés, en fait, l'énergie d'activation, elle est vraisemblablement sur des points qui étaient très chauds sur les véhicules. À partir de là, le feu va gagner les 2 voitures et se propager à l'arrière d'un autocar et à l'avant de l'autre. La puissance de l'incendie est phénoménale.
Et comme si cela ne suffisait pas, de nouvelles conditions météorologiques influent sur la propagation du feu. Le vent qui souffle rabat les flammes vers le quart qui est derrière. Donc dans une certaine mesure, le vent protège le premier quart de la colonie de vacances, mais condamne le deuxième. Ce qui va prendre feu en premier, c'est le pneumatique avant droit, le plancher, sont les structures basses, très rapidement, très vite. Hein. Et avec un plancher en bois, ça brûle encore plus vite. Le feu rentre dans le véhicule. À l'intérieur du car, les 2 conducteurs, les 3 moniteurs et les 59 enfants sont dans un état de sidération face à ce qui leur arrive. On cherche à sortir, puisque tout de suite on s'aperçoit qu'il y a des flammes et c'est la panique complète. Personne n'a la moindre connaissance des manœuvres de sécurité dans un autocar et encore moins en cas d'incendie. C'est-à-dire que ni le chauffeur, ni les moniteurs, encore moins les enfants, n'ont la moindre idée de ce qu'il faut faire en cas d'urgence. On n'entend pas de consignes de moniteurs, ils sont aussi paniqués que nous. Pour les 64 passagers de l'autocar, une course contre la montre commence. Lorsqu'on va être devant l'incendie d'un autocar, on sait qu'il faut impérativement faire sortir la totalité des passagers en moins de 2 minutes. Le téléphone sonne, c'est le planton qui m'appelle en me disant « Voilà, tiens Fernand, il y a un accident, rien de plus, quoi, si vous voulez. » Au cours de la nuit, j'étais de permanence à mon domicile. Je reçois un appel téléphonique. Gendarme Lemire, vous venez me chercher tout de suite à mon domicile. Il y a un grave accident sur l'autoroute. Dépêchez-vous. Quand les gendarmes, patrouilleurs et pompiers sont prévenus, ils ne connaissent pas la gravité de la situation. Ils tentent de rejoindre la zone de l'accident. Mais l'accès au kilomètre 313 est très difficile. Les pompiers ont du mal dans la mesure où il semblerait qu'il y avait des gens arrêtés, y compris sur la bande d'arrêt d'urgence. Des voitures dans tous les sens et tout, je peux vous dire qu'il a fallu jongler. Toutes les voies de circulation sont prises et donc pour les secours, c'est impossible d'arriver sur place. Or, le temps presse. Depuis le carambolage, le feu ne cesse de grossir à l'intérieur du deuxième car. Et pour cause. Quand on examine l'équipement intérieur de l'autocar, on s'aperçoit que les sièges sont en velours, enfin, matériaux évidemment non classés du point de vue de la tenue au feu. Des rideaux souples là aux fenêtres, qui sont des matériaux thermiquement fins, qui vont s'enflammer très rapidement. Tous ces matériaux, à l'époque, n'étaient pas soumis à homologation. Il n'existait pas de normes. Ces matériaux étaient extrêmement dangereux. Leur tenue au feu était lamentable et la combustion entraînait des vapeurs toxiques, hautement toxiques. Sylvie Martin, placée au fond du car, est tétanisée par ce qu'elle voit quand soudain. On regarde à droite, à gauche. La première des choses qu'on voit, c'est la porte arrière ouverte et on sort. On ne cherche pas à savoir ce qui s'est passé, c'est l'instinct, on sort. Et on voit énormément de voitures partout, on entend des cris, des gens qui se posent des questions, tout le monde est là, tout le monde n'est pas là, vous étiez combien? Dehors, la jeune adolescente aperçoit les enfants du premier autocar. Ils sont tous sains et saufs. Elle se retourne alors vers le deuxième car, à la recherche de ses 2 frères et de sa sœur.
C'est là où j'ai réalisé que mes 2 frères et ma sœur n'étaient pas là. Donc la première tentation, c'est de retourner et d'aller les chercher. Sauf que bon, les moniteurs et monitrices qui restaient ne voulaient pas qu'on approche le bus du tout. Et ça a été une angoisse terrible pour moi parce que bon, mes 2 frères et ma sœur étaient encore restés dedans. Les flammes empêchent Sylvie de s'approcher. Pourtant, à l'intérieur du car, il reste encore 44 enfants, dont ses 2 frères et sa sœur, ainsi que ses 8 cousins. Pourquoi ne sortent-ils pas? Ce que les rescapés ignorent à ce moment-là, c'est qu'il y a un problème au niveau de la porte avant. L'une des voitures qui l'a écrasé est venue coincer sa porte avant. Il s'agit de la 2 chevaux qui s'est décalée sur la droite du car au moment de l'impact. Impossible donc d'ouvrir la porte principale. C'est là que l'issue devient tragique pour les passagers à l'intérieur. Ils veulent tous descendre par là. La seule et unique raison, ce que nous appelons, nous, le mécanisme lésionnel, c'est que à partir du moment où on est dans une situation d'urgence, instinctivement, on veut sortir par où on est monté. On a pu faire, nous, à une certaine époque, des exercices d'évacuation dans des salles de cinéma, par exemple. On crée un événement, les gens, naturellement, sortent par là où ils sont arrivés. Si on bloque ces portes-là, on les bloque mécaniquement, là, il y a une phase de désorientation qui est sensible, avant cette prise de conscience d'aller utiliser une sortie qui n'est pas connue. C'est malheureusement ce qu'il se passe pour les 48 passagers coincés dans le car en flammes. Totalement désorientés, ils essayent tous de sortir par la porte avant, ne sachant pas qu'il existe une porte ouverte à l'arrière du car. Leur sort est scellé. On va très rapidement entraîner l'asphyxie des enfants et des moniteurs et du chauffeur. Les températures montent à plus de 200 degrés. Au bout de 3 minutes, on est à 800 degrés au niveau de la porte avant droite. On ne peut plus rien faire, c'est fini. Derrière moi, plus personne n'est sorti du bus. J'étais la dernière à sortir. Quand les vitres finissent par exploser sous l'effet de la chaleur, l'appel d'air généré enflamme l'intégralité du car. C'est ce moment tragique que capture avec son appareil le photographe Roger Picard. Cette photo-là, le car en flammes, c'est certainement le reportage le plus douloureux que j'ai effectué dans ma carrière. Parce que... Il est 2h12 quand les secours arrivent enfin au point kilométrique 313. Il est déjà trop tard. Les bus étaient en feu déjà. Et vous ne pouvez pas approcher, quoi. C'est tellement important, c'est tellement... vous ne pouvez rien faire. Vous êtes impuissant. À moins d'être là dans la minute, il n'y a rien à faire, quoi. Il est impossible pour les pompiers d'apporter un secours quelconque, et c'est évidemment physiquement impossible. Je m'appelle Philippe L'Église. J'ai été le premier journaliste arrivé sur l'accident de Beaune sur les coups de 2h20, 2h25 du matin. J'arrive sur place et là, je tombe sur les pompiers qui sont en train de finir de maîtriser l'incendie. La situation est un peu ubuesque. Il y a ces 2 bus. Entre les 2, il semblerait qu'il y ait 2 chevaux. Il y a dans le premier bus une R16
qui touche le premier bus. Et puis, il reste 4 voitures qui sont éparses. Alors, certaines contre la bande d'arrêt d'urgence, une autre carrément perpendiculaire à l'axe de circulation. Qui avait tapé qui, comment, pourquoi, dans quelles circonstances. Pendant toute la nuit, ça a été le grand flou. Rejoint par une équipe de télévision, Philippe Léglise suit les opérations de secours. À ce moment, personne ne sait le bilan exact de l'accident. C'est la nuit, c'est affreux, on ne sait pas où on est, on se demande ce qui arrive. C'est pas possible de voir ça. On n'a que les éclairages des secours pour toute lumière, quoi. C'est un peu surréaliste. Et puis tout d'un coup, le petit jour, et là, oui, la vision d'apocalypse, quoi. C'est ça le plus dur. C'est qu'au matin, au petit jour, quand le jour s'est levé, mais je dis, mais c'est pas possible. Vous savez, quand vous montez dans le car, et puis vous voyez tous ces gosses qui sont au milieu, là, tous les uns sur les autres. On a toujours ça dans la tête, quoi. Puis on ne peut pas l'oublier, non, c'est pas possible. Non. Le bilan est sans précédent. 53 personnes sont mortes dans l'accident. 46 enfants, dont 44 dans l'autocar. Sylvie et les 61 rescapés sont mis en sécurité loin de l'autoroute. Pour la jeune adolescente de 15 ans, la douleur est incommensurable. Un vide, un désarroi total. Parce que je me dis, mais pourquoi c'est arrivé? Et qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Qu'est-ce que je vais leur dire? Après, quand on prend conscience que mes cousins et mes cousines ne sont plus là non plus, je me dis, mais qu'est-ce que je vais dire à ma famille? Pour moi, c'était terrible. On est parti à 12 et je suis revenue toute seule. Alors que s'activent sur l'autoroute les grues et les dépanneuses pour déplacer les véhicules et les mettre sous scellés pour expertise, à 500 km de là, à Crépy-en-Valois, les familles apprennent seulement que les cars qui transportaient leurs enfants ont eu un terrible accident. Nous sommes rendus tous en mairie pour avoir essayé d'avoir les infos et on a reçu les informations quand on était à la mairie. C'est à ce moment-là que j'apprends que mes 3 enfants sont décédés. Qu'est-ce que je me souviens, c'est les hurlements de ma sœur qui a perdu connaissance. Mais après, pour moi, c'est le brouillard, un petit peu le brouillard. La route tue chaque semaine et on s'y habitue presque. Cette fois, il s'agit du plus grave accident de la route jamais vu en France et la plupart des victimes sont des enfants. L'annonce de la catastrophe bouleverse tous les Français. Un deuil national est décrété. Les obsèques se feront en présence du président de la République de l'époque, François Mitterrand. Plus rien n'est comme avant. On nous a enlevé une partie de notre innocence. Tout simplement. On a déchiré des familles entières. Une question ne cesse de revenir. Comment éviter qu'un tel accident se reproduise?
Après 2 ans d'enquête et un procès pendant lequel les familles des victimes apprendront que le deuxième car était conduit par un chauffeur occasionnel, plusieurs mesures fortes sont prises par les autorités publiques. La première conséquence immédiate après Beaune, c'est de décider que pour le chassé-croisé entre juilletistes et haussiens de l'été suivant, il est hors de question d'avoir des transports collectifs d'enfants. Baisse de la limitation de vitesse par temps de pluie sur toutes les routes. On perd 20 km/h. À cela s'ajoute un contrôle plus strict du temps de conduite. De nouvelles normes concernant la tenue au feu des matériaux et des exercices d'évacuation des cars scolaires. Mais est-ce que cela est suffisant pour garantir la sécurité absolue? En 2015, un accrochage entre un car et un poids lourd entraîne un incendie et cause le décès de 43 personnes. La raison, tous les occupants ont voulu sortir par la porte avant. Ma conviction personnelle, c'est qu'aujourd'hui, même circonstances, même conséquences, même avec un véhicule moderne. Même si le risque zéro n'existe pas, certains professionnels appellent aujourd'hui à renforcer les messages de sensibilisation à destination des passagers des autocars. Il suffit de faire dans l'autocar ce que l'on fait dans l'avion. Ça peut être aujourd'hui dans tous les autocars, il y a des vidéos. Et on leur explique par où il faut sortir, comment on peut sortir et comment on peut briser une glace. Et là, on divise nos bilans par 2. Des solutions qui peuvent sauver des vies et éviter à d'autres passagers de se retrouver comme pour ce 31 juillet 1982, au cœur d'une situation hors de contrôle.